28 Nous pouvons commencer. Nous avons à présent 28 participants. Bonjour, bon après-midi et bonne soirée. Tout dépend où vous êtes. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Le webinaire de la série intitulée African Internet Resilience. Ce webinaire est organisé grâce au concours de l'Union africaine et Huawei. Cette année, du fait de la COVID-19, nous avons choisi d'organiser cette réunion à distance. Nous continuons d'organiser des événements sur l'accès, le numérique, et nous avons décidé d'organiser ces discussions en ligne. C'est la raison pour laquelle nous avons ces séries de réunions en ligne. Nous avons organisé 6 sessions à présent, à commencer par le mois de mars cette année. Et aujourd'hui, il s'agit de la 7e session de cette série de webinaires. L'objectif de ces séries de webinaires est d'évaluer le niveau de préparation du continent africain à l'utilisation du numérique pour trouver des solutions à des pandémies comme la COVID-19. Ceci nous permet également de discuter ce qu'on pourrait faire, les domaines dans lesquels on devrait apporter des améliorations vu les défis qui existent. C'est également une opportunité de parler des succès que nous avons connus. Cette session particulière va se pencher sur la possibilité d'utiliser les solutions numériques pour le continent africain afin de trouver des solutions pour lutter contre la COVID-19. Cela nous permettra d'identifier des problèmes de soins de santé qui pourraient être résolus par des solutions numériques. J'espère que ce sera une session très intéressante, pertinente également pour notre continent, pour nos communautés, alors que nous continuons à lutter contre la COVID-19. Aujourd'hui, nous avons parmi nous un panel de qualité, de haut niveau, qui comprend des collègues de la Commission de l'Union africaine, du CDC Afrique, Huawei, Technologies, mais également des collègues qui partagent des expériences de la Chine. J'espère que cette session sera intéressante. Vous aurez également l'opportunité de contribuer aux discussions. Nous aurons une session questions-réponses. Je vous informe également que l'interprétation est disponible en français et en anglais. Nous allons donc démarrer notre réunion. J'invite mon collègue Mokhtar Yedali de la Commission de l'Union africaine de faire son allocution d'ouverture de façon à ce qu'on puisse démarrer les discussions d'aujourd'hui. À vous, Mokhtar. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez très bien. Merci beaucoup. C'est un honneur et un privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, il s'agit de notre 7e webinaire. Nous espérons continuer ces événements jusqu'à la fin de l'année. Une des raisons d'organiser des événements pareils, c'est pour promouvoir le pouvoir d'éthique durant la pandémie et essayer de voir de toutes les perspectives comment est-ce que le continent pourrait appuyer les différentes activités et qui ont lieu dans plusieurs secteurs. Bien entendu, comme nous sommes limités physiquement de nous déplacer. La Commission de l'Union africaine, en collaboration avec le CDC Afrique, ainsi
avec le concours d'autres institutions et spécifiquement avec le département en charge des affaires sociaux, a mené plusieurs travaux pour que on trouve des solutions pour la pandémie et ainsi voir comment l'éthique pourrait contribuer à trouver des solutions à cette pandémie. J'aimerais vous rappeler qu'en février cette année, les chefs d'État et le président ont adopté la stratégie de transformation numérique pour 2030 qui énumère le rôle primordial du numérique pour le continent africain comme un pilier important aux politiques, à l'infrastructure, à l'innovation et plus spécifiquement au développement des applications qui promeut le renforcement des activités de tous les secteurs et plus spécifiquement le renforcement du secteur de la santé. Avec cette approche spécifique, les ministres en charge d'éthique se sont rencontrés et ont sollicité les parties prenantes du continent de renforcer la capacité numérique et spécifiquement la capacité numérique dans le domaine de la santé. Il a été sollicité que la capacité numérique ait un rôle important au niveau régional dans le diagnostic et le traitement médical. Il a été également sollicité que l'accès aux soins de santé et à l'éducation soit appuyé par des solutions numériques. Il a été également demandé de développer des politiques qui s'appuient sur une plateforme numérique, des applications qui permettent d'assurer la traçabilité des personnes qui sont en contact avec des personnes infectées par le coronavirus, tout en respectant leur vie privée, bien sûr. Comme je l'ai dit, beaucoup d'activités ont été organisées, mais ma collègue Marguerite et mon collègue du CDC Afrique et notre partenaire de Hawaii vont alimenter les discussions et j'espère qu'on aura des délibérations fructueuses. Je vous remercie. Merci Mokhtar pour vos remarques d'ouverture. Collègues, encore une fois, j'aimerais vous rappeler que nous avons l'interprétation disponible en français et en anglais. Si jamais vous aimeriez suivre la réunion en français, cette réunion est également enregistrée et diffusée directement. Vous pouvez d'ailleurs partager le lien pour que vos collègues puissent suivre la réunion en temps réel. Nous avons également des collègues qui font le suivi en ligne. Si vous voulez tweeter, mon collègue va partager le lien approprié. Merci, Monsieur Mokhtar, pour les remarques d'ouverture. Vos propos nous permettent d'aller directement aux choses spécifiques que nous voulons discuter durant ce webinaire. Les discussions durant cette réunion vont être structurées sur ces points suivants. Tout d'abord, l'accès universel aux soins de santé dans les zones rurales d'Afrique. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que la plupart de nos populations en Afrique vivent dans les zones rurales d'Afrique. C'est donc une discussion utile
qui va nous permettre de donner une attention particulière sur ces citoyens qui vivent dans les zones rurales d'Afrique et qui souffrent vraisemblablement de la COVID-19. Nous avons également une discussion sur l'impact de la COVID-19 sur les services de santé en Afrique. Il est utile de comprendre l'impact et les conséquences de la COVID-19 sur nos communautés. On devrait également garantir l'efficacité optimale dans le secteur de la médecine et de la santé. On aura également des sujets abordés sur comment garantir l'égalité d'accès aux soins du traitement médicaux. On aura également une discussion sur les solutions numériques dans le secteur de la médecine et de la santé durant la pandémie. Nous sommes privilégiés aujourd'hui d'avoir nos collègues de Huawei qui vont partager les technologies disponibles et qui ont été utilisées en Chine. Et on verra si ces technologies pourraient être répliquées en Afrique. C'est l'occasion de voir comment ce savoir-faire et ce transfert de technologie pourrait avoir lieu sur notre continent. Je vais maintenant inviter mon collègue King David de prendre la parole. Il est l'assistant technique en la division de santé, nutrition, population à la Commission de l'Union africaine d'ouvrir les discussions. Je vous donne la parole, King David. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Le docteur Margaret a pu nous joindre. Elle avait des difficultés à avoir accès au lien. Elle peut maintenant intervenir. Je vais partager mon écran. Si Enoch n'arrive pas à le faire, et le docteur Margaret va faire sa présentation. J'espère que tout cela va marcher. Allez-y, partagez. Merci Enoch. Bienvenue, docteur Margaret. Merci beaucoup, King, et merci aux collègues pour l'invitation de participer à ce webinaire cet après-midi. On m'a demandé de faire une présentation sur les guides politiques concernant l'accès aux soins de santé universelle. Nous avons également invité l'OMS d'apporter leur contribution à ce sujet. Malheureusement, ils n'ont pas pu se joindre à notre réunion et comme ce n'est pas mon domaine de spécialité, je ne vais pas traiter ce sujet. Je vais me limiter aux soins de santé universels du point de vue politique. C'est une diapositive encombrée, mais cela vous donne des informations sur la santé numérique. Selon nous, il s'agit de fournir des services de façon à accroître la couverture universelle. Comme la santé numérique dépend sur le développement de l'infrastructure technologique et des plateformes associées, y compris le traitement de données à travers plusieurs appareils et plusieurs plateformes. Pourquoi la santé numérique? Quelle est son importance? C'est de façon à améliorer les services et de façon à faire des analyses de façon à ce que les professionnels de santé pourraient avoir accès à ces informations et améliorer les services. L'utilisation des solutions numériques peut révolutionner
à atteindre les services de soins de santé et améliorer les services et protéger leur bien-être et leur santé. Ceci a été très important dans le contexte du coronavirus. L'accès aux soins de santé n'est plus statique. Le patient a Le patient peut utiliser des solutions numériques pour combler l'écart. Pour cela, une forme hybride de prestation de services doit être utilisée, c'est-à-dire combiner le fait que les patients se déplacent vers les centres de santé pour rester chez soi et bénéficier du service. La santé numérique nous permet d'atteindre nos aspirations, les aspirations 1 et 6, pour assurer le développement durable du continent africain et de façon à ce que nos citoyens aient une vie de qualité et en bonne santé. Les aspirations de l'agenda de 2063 sont liées aux ODD, plus particulièrement à l'ODD 3. Et l'objectif est de saisir les décideurs politiques à un plus haut niveau pour des prestations de services durables, éthiques, sûres, tout en utilisant la technologie pour que les praticiens utilisent ces technologies pour des prestations de services de qualité. La population pourra également avoir accès aux soins de santé à travers le numérique et d'autres interventions associées. Digital healthcare well reflected as a policy. Nous avons la stratégie de soins de santé numérique dans notre stratégie qui va de 2016 à 2030. La stratégie de santé africaine fournit la sécurité de santé, entend également renforcer l'aspect régulatoire, améliorer les prestations de services, avoir accès aux médicaments de qualité, à la technologie numérique, établir des systèmes efficaces de surveillance de maladies, de gestion de maladies, d'efficacité dans le domaine de la santé, la couverture universelle de santé, tout en fournissant des mesures de leadership, de qualité, de bonne gouvernance entre les États membres pour atteindre le renforcement de capacités et le développement de mécanismes durables pour l'investissement, la recherche, le financement des recherches, l'innovation pour améliorer les services de soins primaires à travers la technologie numérique. Le secteur de santé générer un savoir-faire aligné aux objectifs de santé et plaider pour la traduction de ces produits, des services, des politiques et des pratiques pour améliorer le secteur de santé, renforcer le partage de données, des systèmes pour optimiser la santé numérique, les prestations de services et pour plaider pour l'adoption des technologies numériques et appuyer les plateformes pour améliorer les soins de santé. Ces 5 objectifs sont les raisons pour lesquelles nous aimerions passer à l'utilisation des technologies numériques de santé pour mieux mettre en œuvre la stratégie de transformation numérique de l'Afrique. Nous sommes particulièrement intéressés par les 3 premiers raisons que j'ai mentionnées dans la stratégie numérique et ainsi fournir des moyens qui assurent que les technologies numériques soient disponibles pour mettre à l'échelle la provision de soins de santé et assurer la couverture universelle des services de soins de santé.
Je vais laisser la parole aux spécialistes du domaine pour parler de la transformation numérique, de la stratégie de transformation numérique. Alors, quels seraient les avantages d'utiliser les technologies numériques? Nous avons une liste élaborée. Nous avons 11 raisons qui prouvent les bénéfices ou les avantages des technologies numériques, avoir des informations à jour sur les patients, assurer l'accès rapide aux informations du patient de façon coordonnée, efficace, sécurisée, partager de manière sécurisée l'information électronique du patient au clinicien, permettre au personnel de diagnostiquer le patient tout en réduisant les erreurs, améliorer l'interaction entre le patient et le médecin, permettre la sécurité et le respect de la vie privée du patient, aider à promouvoir une documentation complète et éligible sur la facturation, etc., améliorer la productivité et fournisseurs de services, permettre aux fournisseurs de services d'améliorer l'efficacité, réduire les coûts à travers la réduction du travail papier, surtout au moment de la COVID-19, minimiser le travail et les échanges papier, améliorer, éviter les chevauchements, assurer le dépistage et faciliter les prestations de services à travers tous les États membres de l'Union africaine. Et ceci est particulièrement capital lorsque nous parlons des services de santé transfrontaliers dans le contexte de cette pandémie, d'autres urgences. Alors, pour aller de l'avant, nous sommes déjà en discussion avec le département de l'énergie et de l'infrastructure et nous avons pour objectif de développer une stratégie de santé numérique continentale et son plan de mise en œuvre qui est d'ailleurs en train d'être considéré par les États membres de l'Union africaine. Nous avons développé un questionnaire pour faire un travail de cartographie de façon à faire une analyse sur l'utilisation des technologies dans le secteur de santé, de façon à mieux informer la stratégie de santé. Nous avons besoin de cette analyse pour mieux comprendre l'étendue et la profondeur de l'utilisation des solutions numériques au niveau du continent. Ceci nous permet de voir les infrastructures disponibles de façon à pouvoir mettre à l'échelle l'utilisation des solutions numériques dans le secteur de la santé. Nous allons développer des guides politiques qui vont être approuvés par les organes politiques de l'UA. Et finalement, on doit assurer la participation des partenaires et des parties prenantes pour mettre à l'échelle le travail de plaidoyer sur le développement et l'utilisation de la santé numérique. Et j'aimerais conclure en disant qu'il est particulièrement pertinent et plus important de considérer cette situation comme une opportunité pour mieux utiliser la santé numérique. Nous avons des situations statiques où le patient ne se déplace plus vers les centres de santé et les services de santé devraient être alloués en utilisant des méthodologies numériques. Merci beaucoup pour votre attention et je serai disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cet aperçu que vous nous avez présenté. Nous vous remercions également d'avoir pris la peine de participer à cette réunion, de partager avec nous la stratégie
numérique pour l'Afrique et d'avoir partagé aussi les objectifs et la justification pour laquelle la santé numérique est essentielle, pertinente pour nous, et doit faire partie aussi de notre stratégie et ceci sera aussi utile pour ceux qui travaillent sur le terrain. Et l'on espère aussi mettre en place une stratégie au niveau des pays africains. Nous vous remercions pour cet aperçu. Et nous allons donc avoir une séance de questions-réponses. Mais avant cela, je vais demander à mon collègue Dr Justin Maeda, qui est le chef de la division pour la surveillance et les renseignements sanitaires et qui travaille au sein du CDC Afrique, et lui demander de bien vouloir nous faire part des informations relatives au Covid-19 et à ses effets en Afrique. Donc, Dr Justin est tanzanien. Il a donc une expérience assez extensive dans la prestation de services de santé, dans l'épidémiologie, ainsi que la collecte d'informations ou de renseignements relatifs aux infections et aux maladies. Il travaille actuellement au sein du CDC Afrique. Bienvenue, Dr Justin, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie que vous m'ayez invité à ce webinaire. Je suis ravie de reprendre après l'intervention de ma sœur, Dr Margaret, et indiquer que le CDC Afrique est logé au sein du département des affaires sociales de la Commission de l'Union africaine. Et nous avons aussi établi un certain nombre de stratégies et de politiques qui ont été mises au point par le département des affaires sociales. Je vais aborder rapidement ce que nous allons mettre en œuvre au niveau du CDC Afrique, en particulier dans les domaines de ce qu'on appelle la sécurité sanitaire pour le continent. Nous avons donc mis au point un programme pour ce faire. De prime abord, je vais aborder avec vous les solutions numériques pour la santé, la sécurité sanitaire en Afrique. Les systèmes d'information de santé jouent un rôle crucial pour l'appui de tout programme, que ce soit pour la détection de maladies ou pour la mise en œuvre de programmes qui sont liés au contrôle et à la prévention des maladies sur le continent africain. Et ceci a un impact aussi sur l'ensemble de la sécurité sanitaire du continent. Lorsque l'on parle d'un système d'information sanitaire fonctionnel, ceci implique un système interopérable qui pourrait fonctionner sur le continent. On peut aussi permettre un échange d'informations entre les différents systèmes qui existent. Il s'agit aussi de s'appuyer sur une technologie de haute fidélité, donc transposer les informations d'un niveau à l'autre. Ceci est lié aussi à l'établissement de normes pour la collecte, le traitement, le stockage et la réutilisation des données. Et ceci, bien sûr, est rendu possible par un environnement politique propice, favorable, facilite l'échange d'informations. Donc, nous avons tout d'abord commencé par travailler sur la politique et les normes d'échange d'informations sanitaires. Une équipe de travail a été d'ailleurs créée à cet effet. Nous sommes appuyés sur d'autres documents de l'Union africaine, tels que la stratégie pour la santé en Afrique. Nous sommes inspirés également d'autres instruments en vigueur dans le reste du monde. Donc, le but de la manœuvre est de faire en sorte d'avoir un ensemble de politiques, de normes et de cadres afin de guider ou d'orienter les membres de l'Union africaine dans la mise en œuvre de l'échange d'informations sanitaires.
Les normes se rapportent à la sécurité des données, à la qualité des données qui sont recueillies, la transmission également de ces données à différentes échelles. On a besoin donc de politiques qui soient mises en place. Nous avons besoin d'un certain nombre d'accords et de conventions pour faciliter cet échange. Dans ce contexte, nous avons établi les valeurs et les principes fondamentaux. Nous avons la solidarité, à savoir la collaboration, la coopération entre les États membres de l'Union africaine, les institutions et les organisations internationales. Il s'agit aussi d'avoir une meilleure compréhension, donc en permettant au continent de répondre et de gérer au mieux ces différents phénomènes liés à la santé publique et la mise en œuvre de programmes de santé. L'autre principe est la transformation, à savoir accélérer le partage des données numériques à travers la mise au point d'une politique et de normes. Il est important que nous ne restions pas stagnants ou inertes face aux différents changements impulsés par la technologie. L'autre principe est l'appropriation locale. Il s'agit de faire en sorte que les institutions et les organismes africains puissent prendre part à ces activités. Nous avons pour autre principe l'innovation. Donc, il s'agit de se focaliser sur la confidentialité et la protection des données recueillies à différents niveaux. Il s'agit aussi de faciliter la disponibilité de ces données. Il y a également le principe d'apprentissage, donc apprendre des nouvelles technologies, des différentes expériences dans le reste du monde et voir comment les adapter au contexte africain. Nous avons donc une série d'interconnectivités entre des sources hétérogènes qui peuvent être partagées à travers notre plateforme. Il est important pour nous qu'il y ait cet échange de données entre les différents utilisateurs de données et également garantir la confidentialité et la sécurité de ces données. Donc, il s'agit là de la question de normes d'interopérabilité qui doivent être établies. Donc, les normes seront, nous l'espérons, adoptées par les différents pays, permettront d'appuyer les différents pays, ou du moins améliorer le système et les plateformes d'échange d'informations sanitaires pour les pays qui seraient moins avancés que les autres. Donc, ceci sera fait notamment à travers le plaidoyer, ainsi qu'un renforcement de capacité au cas par cas, pour faire en sorte que si l'on traite de certaines normes de sécurité d'échange d'informations, nous faciliterons l'échange de bons procédés entre les différents pays en termes d'établissement de ce type de normes. Et nous voulons également appuyer chaque pays physiquement en présentiel afin qu'il puisse atteindre un certain nombre de normes. Nous avons aussi certains exemples de pays qui ont déjà mis au point ces normes pour l'échange d'informations sanitaires et nous voulons faire en sorte qu'ils passent à l'étape supérieure. Dans cette initiative, il s'agit donc d'assurer le maintien de la sécurité sanitaire sur le continent, de mieux relever les différents phénomènes associés ou les différents incidents associés à la santé. Ceci est étroitement lié également à l'espace d'autonomisation juridique. Enfin, lorsqu'il s'agit de mettre en place une plateforme analytique de données interactives, donc il s'agit d'adopter une approche axée sur les incitations. Donc, il ne s'agit pas uniquement pour les pays d'émettre des rapports et ensuite de compiler ces différents rapports.
il s'agit d'avoir un mécanisme de fonds qui permettra de motiver et inciter les pays à fournir des informations de façon régulière et faire en sorte aussi que ces informations aussi leur soient renvoyées et justement aider les pays à procéder à une meilleure analyse et à générer aussi d'autres informations qui seront ensuite utilisées pour la mise au point de leurs interventions. Et il s'agit aussi d'avoir une interprétation, une analyse plus concrète de toutes ces informations et de ces rapports qui serait un indicateur de la voie à suivre pour chacun de ces pays. Maintenant, je vais vous citer un scénario d'un cas de l'utilisateur dans le contexte du Covid-19. Comme je l'ai indiqué, il s'agit donc de véritables péripéties pour obtenir ces résultats. Avant cela, je souhaiterais vous présenter une mise à jour ou un état des lieux. Donc, nous avons donc le pic de l'épidémie qui a été atteint en juillet dernier. Parce que la plupart des, vous voyez ici que la plupart des cas donc, proviennent de la région d'Afrique australe. Le contrôle a été effectué aussi au niveau de l'Afrique australe et le nombre de cas a pu être réduit. Et au mois de septembre, on voit qu'il y a une légère baisse du nombre de cas. On voit tout de même une petite reprise au mois d'octobre. Et c'est à ce moment-là que nous avons essayé de trouver des solutions pour maintenir cette réduction du nombre de cas de Covid-19 sur le continent. Comme vous pouvez le voir, il y a une véritable variété sur le continent africain en termes d'expérience face à cette épidémie. L'Afrique du Sud a plus de 600 000 cas. Et vous avez des pays aussi qui ont moins de 5 000 cas jusqu'alors. Donc, cette épidémie a touché les pays africains de façon assez différente. Et ceci a bien sûr un impact particulier sur l'économie, sur les moyens de subsistance de la population touchée. Ceci est également lié à d'autres questions, notamment la question du déplacement ou de la circulation. Et ce, dans le contexte actuel, justement, de la ZLECAf que nous essayons de mettre en œuvre. Nous avons ici une initiative que nous avons mise au point, donc qui est le partenariat pour le dépistage accéléré du Covid-19. Et ceci permet de détecter un plus grand nombre de cas et isoler ces personnes infectées dans les plus brefs délais. Ceci nous permettra de contenir ou de confiner cette épidémie de façon assez rapide et également de trouver des solutions pour qu'il y ait un retour à la normale, un retour à la vie quotidienne pour ces personnes. Ce partenariat a été lancé en mai et au mois de juin et juillet, nous avons procédé à ce dépistage accéléré, aussi appuyé par d'autres initiatives de traçage. Et ceci pour nous aider à identifier plus rapidement les cas les personnes infectées. Mais parmi ces solutions, pour faire en sorte aussi que les kits de dépistage aussi soient acheminés en temps opportun, nous avons mis au point une autre plateforme, qui est donc la plateforme d'équipement médical pour l'Afrique. Donc, il s'agit donc d'assurer l'approvisionnement en kits de dépistage et d'assurer aussi la précision, l'exactitude des résultats de ce dépistage. Donc, nous constatons à l'heure actuelle qu'il y a une réduction du nombre de cas. Donc, il est important maintenant de réfléchir à cet équilibre entre sauver des vies, mais tout en préservant l'économie et les moyens de subsistance de la population.
C'est dans ce cadre-là que nous avons lancé cette campagne éponyme. Donc, il s'agit de protéger la population contre toute infection. Il s'agit aussi de mieux contrôler les frontières et également éviter qu'il y ait une transmission plus rapide de la maladie par les mouvements ou les déplacements transfrontaliers. Nous comprenons également la difficulté du confinement pour la population africaine qui doit assurer les moyens de subsistance de tout un chacun. Donc, l'une des solutions aussi que nous avons proposées aux utilisateurs est donc le lancement de ce qu'on appelle le portail du voyage en toute confiance, donc que vous pouvez voir affiché sur l'écran. Il y a une certaine harmonisation qui a été effectuée en termes d'exigences, de conditions à remplir. Il s'agit de créer aussi ou d'établir la confiance vis-à-vis des kits de dépistage utilisés de part et d'autre de la frontière. Il s'agit aussi de garantir la compréhension des exigences pour le voyageur avant qu'il ne se déplace. Donc aussi d'être préparé, d'être mieux préparé au voyage en ayant accès à certaines informations concernant la situation dans le pays de destination. Vous avez aussi donc des informations relatives à votre pays d'origine et au pays de destination, de façon à ce que vous puissiez vous déplacer en toute sérénité. Donc, c'était là les scénarios clés sur lesquels nous avions travaillé, les différentes solutions aussi que nous avons mises au point au niveau du CDC. Donc, il s'agit là des solutions pour la santé publique et assurer la sécurité sanitaire du continent. Je vous remercie infiniment. À vous. Thank you very much, Dr. Justin, for that presentation. I think it showed some Je pense que votre présentation nous a donné une idée sur le rôle de la technologie dans le secteur de santé, comment on pourrait trouver des solutions pour gérer la pandémie du coronavirus en utilisant ces moyens. Merci pour cela. Je pense qu'il y aura des questions pour vous. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue de Huawei pour qu'il partage ses points de vue sur les solutions technologiques utilisées pour tirer profit de ces technologies et mieux lutter contre la pandémie. Je souhaite la bienvenue à Yan Chen, directeur des relations publiques et des affaires gouvernementales au sein de Huawei pour la région de l'Afrique australe. Il va faire sa présentation, comment les solutions numériques pourraient nous aider à lutter contre la COVID-19. À vous, Monsieur Yang Chen. Merci beaucoup. C'est un plaisir de pouvoir partager mes expériences sur le rôle d'éthique pour lutter contre la pandémie. Je vais partager mon écran. Veuillez patienter quelques instants, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, merci beaucoup. Mon sujet est le suivant. Être ensemble et lutter contre la pandémie ensemble.
Voici nos expériences dans le domaine de la lutte de la coronavirus et l'utilisation des solutions technologiques. Le coronavirus est une pandémie mondiale auquel personne ne peut échapper. Tous les pays sont affectés. La pandémie affecte l'éducation, la santé, peut également perturber les activités économiques. Avec l'utilisation des solutions numériques, on peut mieux lutter contre la pandémie et sauver des vies. Concernant la prévention et le contrôle de la COVID-19, il faut considérer 2 points importants. Tout d'abord, l'intrant externe. Les personnes à un plus grand. Nous avons des personnes qui sont à un risque plus élevé d'être infectées. La solution est la prévention, le dépistage préalable peut réduire de façon significative le nombre de personnes infectées. Mais comment s'y prendre rapidement et de façon efficace? Les solutions d'éthique nous ont permis, je vais d'ailleurs partager la plateforme utilisée, nous ont permis d'atteindre nos objectifs. Depuis l'avènement de la pandémie, l'éthique ont été critiques pour atténuer la pandémie, ce qui se traduit par sauver des vies. Un exemple clé est celui de la Chine qui a utilisé les solutions numériques. L'éthique nous aide à découvrir, à détecter, à isoler et à traiter les patients durant la pandémie. Alors, qui sont les personnes infectées et quels sont les mécanismes d'isolation qui devraient être considérés? Comment limiter la contamination entre les patients et le personnel médical? Dans tous ces domaines, l'éthique joue un rôle critique. Les solutions TIC ne sont pas seulement utilisées dans le secteur de santé, mais fournissent des plateformes qui peuvent être incorporées à un niveau préalable qui sont utiles à toutes les parties prenantes critiques. La sûreté publique, l'éducation, les avantages dans le domaine de l'investissement des technologies numériques rendent nos services efficaces, à commencer par l'enregistrement du jour d'infection jusqu'à la mise en place du mécanisme qui permet de lutter contre la pandémie. Les TIC fournissent des plateformes, des solutions pour lutter contre cette pandémie. Pour éviter les risques d'infection et de contamination, les TIC sont utilisés à différents niveaux, comme cela est indiqué par les images. Et nous avons des exemples qui montrent les solutions utilisées en collaboration avec le personnel de diagnostic, le personnel qui assure la formation, une autre composante qui est très utile et qui doit être mise en œuvre pour réduire le taux d'infection. Lorsque les pays limitent les mouvements, l'utilisation des technologies
assure à ce que ces services sont fournis de façon continue. L'obtention de données en temps réel est également possible avec l'utilisation des solutions numériques. Lorsque le patient arrive dans les centres de santé, l'accueil et le recueil d'informations est fait par les applications numériques, que ce soit les applications à travers la téléphonie mobile qui permet de prendre contact avec le patient, de limiter le niveau de contact entre le patient, la détection mobile. Le véhicule mobile de détection peut être utilisé et de façon efficace pour le travail de détection. Ces véhicules peuvent être utilisés pour la fumigation et pour décontaminer, pour éviter, pour limiter les infections du personnel de santé. L'utilisation des plateformes TIC et la connexion est très importante. Chaque solution technique doit être considérée pour faire le travail de prévention. L'autre solution est celle de l'hôpital Internet qui réduit le nombre de patients dans les hôpitaux, à commencer par le collecte de données concernant le patient. Ces solutions permettent de limiter le contact en ligne, puisque ce sont des solutions en ligne. Ces solutions permettent également de passer au paiement sans qu'aucun contact soit possible entre le patient et le personnel de l'hôpital. L'intelligence artificielle a été utilisée également pour le travail de diagnostic et ces méthodologies ont permis d'améliorer le diagnostic. Ce cas particulier nous montre que l'intelligence artificielle permet d'accélérer les services de soins de santé 6 fois plus rapidement que les méthodes classiques. Le travail de séquencement des gènes a été révélé, a été plus efficace avec cette méthodologie numérique et a pu être faite 10 fois plus rapidement en 2 heures et demie, alors que la méthodologie classique, en utilisant la méthodologie classique, ceci se faisait en 1 journée. L'efficacité est assurée, réduit les erreurs et plus de vies sont sauvées. Wuhan Telecom avec Huawei ont bâti la consultation, ont conçu une plateforme de consultation en utilisant la technologie 5G qui a pu accélérer le dépistage, le travail de dépistage, la connexion entre l'hôpital principal et l'hôpital Huangji a été établie également avec d'autres hôpitaux. Des écrans intelligents de haute définition permettent d'assurer la consultation à distance. Et cette solution nous a permis de réduire le taux d'infection du personnel de santé. Finalement, je dirais que
nous avons tous témoigné que l'éthique peut jouer un rôle primordial dans la lutte contre la pandémie. Huawei, en tant qu'un conseiller, en tant que partenaire et partie prenante de qualité, pourrait vous appuyer à mettre en place ces systèmes en mettant à disposition ces experts dans n'importe quel pays. J'ai fini ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Non, Merci, Monsieur Chen, pour cette présentation. Une présentation assez intéressante. De par votre présentation, nous avons compris les opportunités qui sont présentées par les solutions numériques dans le domaine de la santé, l'utilisation des robots, des opérateurs non humains a été utile. Autre chose très intéressante est celle de la connexion qui est très utile au succès de ces méthodologies, une problématique très importante pour le continent africain. Avant de donner la parole aux questions, nous avons la possibilité de faire une visite guidée virtuelle qui sera intéressante à nos participants. Je vous invite à suivre cette visite virtuelle. À vous. Huawei. Thank you. Good morning, dear all friends online. Merci. Bonjour. Je m'appelle Jackie Chan de Huawei, du siège à Shenzhen. C'est mon plaisir de vous donner une présentation pour vous montrer eSquare, qui est un centre. Je suis de Telco Business Group. Je travaille dans le domaine de marketing. Ce centre d'exposition eSquare me permettra de partager quelques expériences quant à l'utilisation des technologies de Huawei qui a créé de la valeur à nous, à nos sociétés, surtout en ce moment difficile de pandémie. Je vais faire une visite guidée. J'aimerais dire que la pandémie a apporté beaucoup de changements dans nos vies. Beaucoup de gens sont passés à des activités, à travailler en ligne, que ce soit le domaine de l'éducation, le domaine des affaires, entreprendre des activités en ligne. Donc, l'infrastructure numérique doit être de qualité. J'aimerais partager avec vous 3 scénarios. Je vais mettre tout d'abord l'accent sur les services de soins de santé et deuxièmement, je vais partager quelques anecdotes, quelques expériences sur l'utilisation des technologies des petites et moyennes entreprises. Ensuite, je vais parler de la gouvernance numérique, surtout pour les entreprises et les gouvernements. Tout d'abord, je vais considérer le scénario des soins de santé dits intelligents. Comme vous le savez, l'infrastructure d'éthique, 5G, 4G ou les fibres optiques ont joué un rôle important dans la lutte contre le coronavirus. Donc, nous parlons des consultations à distance et des activités de prévention contre la pandémie. Je vais vous donner 3 exemples. Là, vous avez une application, un outil très petit. Cet appareil peut être utilisé par les médecins
qui dépistent les patients à distance. Vous ne devriez pas vous déplacer tous les jours. Ceci pourrait économiser le temps. Ce chariot dispose d'un écran et les médecins peuvent obtenir toutes les informations médicaux, par exemple les signaux vitaux. Le médecin a également la possibilité de communiquer avec les médecins lorsque les infirmières poussent ce chariot dans les corridors des hôpitaux, par exemple. Deuxièmement, j'aimerais partager, j'aimerais vous présenter cet appareil. À Wuhan, par exemple, cet appareil a été utilisé. L'échographie a été utilisée à distance, bien sûr, par des médecins qui ont des expériences qui sont réputées à Pékin, Guangzhou et dans d'autres villes, avec des villes qui sont bien sûr très bien connectées à Internet. Troisième chose que j'aimerais partager avec vous est l'utilisation des robots médicaux. Dans les hôpitaux, le travail du personnel de santé peut être réduit grâce à l'utilisation de ces robots qui peuvent donner des médicaments aux patients ou d'autres matériaux aux patients. Ces robots peuvent détecter les infections, peuvent être utilisés dans nos communautés pour distribuer les denrées alimentaires ou les plats, de par mon expérience. Lorsque je suis revenue d'Europe en mars, j'étais à l'hôtel et j'ai oublié ma clé. Et c'est le robot qui est venu me donner ma clé jusqu'à ma chambre. Comme vous le savez tous, ces applications sont vraiment utiles, mais la bonne connexion doit être là, ainsi que les plateformes appropriées. Cette station est très petite et très ergonomique et utilisée par une personne qui peut faire l'installation seule. En Chine, en Malaisie, cet appareil a été utilisé pour fournir la connexion 5G en 2 ou 3 jours. Avec toutes les applications qui existent et qu'on doit utiliser, l'existence de ces types de logiciels est très importante. Les hôpitaux peuvent ne pas avoir leur propre plateforme TIC. Dans ce cas, c'est vrai que chaque hôpital ne peut pas être équipé. Ces hôpitaux peuvent donc partager le système de façon à utiliser les applications disponibles. Comme vous le savez, beaucoup de pays sont en période de recouvrement économique suite à la pandémie. Les PME sont très importants à l'économie d'un pays et doivent participer dans l'économie numérique. Les PME doivent mener leurs activités en ligne, mais auront besoin de la connectivité appropriée. Elles doivent avoir la fibre optique, la connexion appropriée, et tout cela prend du temps et est assez coûteux pour elles.
Huawei peut fournir la connexion à travers des solutions Wi-Fi. Là, vous avez ce routeur classique qui est similaire au routeur traditionnel, mais qui permet d'avoir des modules de communication 5G. Cela veut dire que l'on peut facilement et rapidement déployer la connexion aux PME. Si suite à cela, ces PME ont besoin d'une connexion de par fibre optique, cela sera possible. Nous allons passer à l'autre présentation. Je vais vous parler de la gouvernance numérique. À l'heure actuelle, lorsque les personnes commencent à se déplacer pour travailler, il faut s'assurer à ce que tout le monde soit en sécurité et les gouvernements doivent mettre en place un système numérique pour créer un environnement sûr, gérable pour les personnes qui vont aller travailler pour la première fois. Tout d'abord, je vais vous parler du code de santé. C'est une application simple. Je vais ouvrir WeChat, une application largement utilisée en Chine. On scanne le code QR et cela nous indique les villes que j'ai visitées durant les 2 dernières semaines et me donne des informations quant au niveau d'infection auquel j'ai fait face. Ce système a été déployé dans tous les hôpitaux, les aéroports, les aérogares en Chine. Nous avons également des systèmes similaires en application en Corée du Sud, en Thaïlande, qui ont adopté des approches différentes pour appuyer l'entreprise, la communauté ou les gouvernements pour la gestion numérique de la pandémie. Deuxièmement, je veux vous parler du paiement en ligne, du paiement mobile. Le paiement mobile est capital et répandu dans plusieurs pays. C'est vrai que la carte bancaire ne va pas être insérée dans l'appareil, mais nous allons pouvoir scanner le code QR pour effectuer le paiement, méthode qui limite le contact entre les personnes. Ensuite, la prise de température par méthodologie infrarouge utilisée dans plusieurs endroits dans le monde. Soit vous utilisez la caméra fixe ou utilisez un robot qui prend votre température. Sur cette vidéo, vous avez les caméras fixes et vous avez aussi le cas d'utilisation du robot mobile qui prend la température des personnes. L'utilisation de ces applications numériques est très importante. Voici la méthodologie que j'aimerais partager enfin. Beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements ont des politiques qui ont pu appuyer le secteur de santé ou les fournisseurs de services technologiques pour utiliser leur technologie. Une nouvelle stratégie technologique existe en Chine. Tout d'abord, les investissements dans le domaine de la connexion 5G. C'est une politique qui va être mise en place sur plusieurs années et qui va coûter des milliards de dollars. En Corée, 4G
des investissements dans le domaine de 4G et de 5G a été jugé utile pour appuyer la population et assurer le recouvrement économique, surtout avec l'utilisation de la connexion 5G. Durant la première moitié de cette année, ils ont accru leur investissement pour assurer la connexion 5G. Bien sûr, nous avons témoigné la même chose en Afrique du Sud et d'autres pays européens qui ont mis en place des solutions et des stratégies politiques pour renforcer la capacité, pour renforcer leur infrastructure TIC. Durant ma présentation, j'ai voulu partager avec vous que les approches numériques nous permettent d'appuyer le recouvrement économique. Huawei, en tant que prestataire de services technologiques, continue à fournir les technologies pour le peuple et à nos sociétés. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris à suivre ma présentation. Ça a été un honneur de faire cette présentation pour vous. Merci Huawei pour cette visite guidée virtuelle, très intéressante d'ailleurs. Nous avons une phrase africaine qui dit bien que tout voir nous permet de mieux croire ce qui se passe. Cela nous permet de voir les opportunités qui existent dans le domaine technologique afin d'utiliser ces systèmes dans le domaine de la santé. Je pense que ces solutions numériques nous permettent de mieux comprendre les problématiques que nous avons soulevées. Merci beaucoup pour cette visite et j'espère que ça a été intéressant à tous nos participants. D'ailleurs, ça l'a été pour moi. Je vais maintenant ouvrir le débat afin que nous puissions interagir avec les autres participants. Donc, si vous avez une question particulière, veuillez l'inscrire sous l'onglet « Questions et réponses » qui se trouve en bas de votre écran. Je pense qu'il y aura certaines questions qui seront posées donc au CDC Afrique et à la CEA. Il y a une question. Laissez-moi quelques instants pour la retrouver. Donc, qui nous vient de Herman Ramos. Et je pense que la question est liée. Elle est un peu longue, mais pour résumer cette question. Donc, le manque de coopération numérique entre différents pays est assez évident. Et je suis d'accord avec lui, c'est quelque chose que nous constatons dans bon nombre de pays. Donc, est-ce que l'Union africaine peut mobiliser les différents pays ou communiquer avec les pays et les organisations pour renforcer cette coopération numérique pour la provision de meilleurs services médicaux, services sanitaires? Parce que nous avons donc constaté qu'il y avait donc des difficultés pour certains pays qui n'ont toujours pas ratifié la déclaration de Malabo. Donc, il s'agit de faire en sorte que les pays puissent utiliser les recommandations de la Commission de l'Union africaine. Donc, Dr Margaret et Dr Justin pourraient peut-être apporter des éléments de réponse. Merci, Veringay. Donc, concernant la convention de Malabo, donc la question de coopération numérique n'est pas véritablement un problème qui touche uniquement l'Afrique, c'est un problème beaucoup plus large que cela, qui touche d'autres régions du monde.
Bien sûr, la CEU a mis au point une équipe de travail pour faciliter cette coopération numérique et il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une coopération numérique dans les différents domaines et les différents secteurs. Et il est important donc que maintenant nous opérions de façon collective, surtout dans l'élaboration de politiques pour faciliter cette coopération numérique. Donc, tout d'abord, il est important qu'il y ait donc cette pierre d'angle avec la stratégie de la coopération numérique pour la santé, et ce qui s'inscrit aussi dans le cadre de du programme de transformation numérique de l'Afrique. Il y a aussi la question de la cybersécurité qui peut se poser, la question aussi de protection des données, la convention de Malabo, comme l'un des participants l'a indiqué. Cette convention de Malabo doit être ratifiée par l'ensemble des pays africains afin qu'elle puisse aussi entrer en vigueur. Nous sommes en train donc d'impulser cette ratification par les pays. Et nous aurions pu mettre en œuvre notre plan comme prévu si nous n'avions pas été touchés de plein fouet par cette épidémie de Covid-19. Je vous remercie. Merci pour ces éléments de réponse. Docteur Margaret, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur comment l'on pourrait améliorer la coopération numérique entre nations africaines? Je pense que mon collègue Mokhtar a très bien répondu à la question. C'est pourquoi nous faisons cet exercice de cartographie. Il s'agit de la première étape pour impliquer les pays africains et les sensibiliser à l'importance de la coopération numérique pour la santé et dans d'autres secteurs. Et au niveau de la Commission, nous allons essayer de créer le consensus pour savoir ce que le continent devrait mettre en place, le type de cadre continental qui sera nécessaire, sachant que l'on dépendra essentiellement de la collaboration entre les États membres. Donc, l'exercice de cartographie a pour première étape la compréhension de la position des États africains vis-à-vis de cette coopération numérique et par la suite, donc, consulter nos organes de politique pour réellement entériner cette coopération et cette collaboration qui nous est tant essentielle. Merci, docteur. Justin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Je pense que le CDC Afrique est plutôt un agent d'exécution. Donc, nous voulons procéder à la mise en œuvre sur le terrain. Donc, il s'agit de concrétiser les stratégies, les politiques qui sont émises par l'Union africaine. Et il s'agit aussi d'assurer la sécurité sanitaire continentale. Et donc, ce sont un bon nombre de cadres qui ont été mis en œuvre qui ont été mis au point, pardon. Donc, il y a également la question de la ZLECAf, de la libre circulation des personnes et des services. Donc, ces conventions et ces stratégies existent déjà, mais il s'agit maintenant de pousser à la mise en œuvre concrète, surtout dans le domaine de la sécurité sanitaire. C'est pourquoi nous essayons de définir les termes pratiques, les conditions pratiques pour savoir comment nous pouvons faciliter l'échange d'informations sanitaires d'un pays à l'autre et aussi partager au mieux les différentes solutions à nos problèmes. Il s'agit de trouver une solution complète de santé pour l'ensemble du continent africain. Il est difficile
de faire en sorte d'avoir numérique pour l'ensemble du continent. Mais ceci nous permettra d'établir une épine dorsale qui assurera l'interopérabilité entre diverses solutions sanitaires numériques. Donc, il est important d'établir de prime abord les différentes normes d'opération pour assurer l'opérabilité de toutes ces solutions. Il est important aussi d'identifier les différents prestataires de services pour ces solutions. Il est important de se rappeler qu'il y a 55 États membres avec différentes juridictions. Et nous devons donc, avant toute chose, promouvoir des solutions typiquement africaines. La question d'interopérabilité. Il s'agit de voir comment on peut concrétiser l'interopérabilité entre les différents pays africains. Et c'est pourquoi il est important de se concentrer sur la mise en place de normes qui pourront être respectées. Et c'est ainsi que l'on pourra obtenir l'interopérabilité des solutions. Donc, il s'agit d'une étape importante pour le continent. Nous savons qu'il y a aussi quelques enjeux liés aux politiques, surtout pour le partage d'informations et de données, la protection de ces données. Donc, à mon avis, il est important qu'il y ait d'abord cet environnement favorisant l'interopérabilité et ceci nous permettra d'aller de l'avant. Merci. Merci, Justin. Concernant le partage de données, je pense qu'il y a une autre question intéressante à ce sujet et qui serait peut-être qui est posée à Huawei. Donc, concernant la confidentialité des individus, des données personnelles, parce que l'on constate que dans cette initiative, des données personnelles sont recueillies. Donc, quelles sont les modalités qui ont été mises en place pour assurer la protection des données, de manière à ce que ces individus qui partagent leurs données personnelles soient en confiance et peuvent être sûrs qu'il n'y aura pas de mauvaise utilisation de leurs données privées ou de leurs données personnelles. Donc, comment pouvons-nous assurer la protection et la confidentialité des données personnelles? Bien sûr, nous devons suivre de près les questions de politique dans chaque pays. Donc, nous parlons notamment la mesure thermométrique du corps, donc ce qui fait partie de l'une des solutions, des informations donc que nous voulons recueillir. Ce sont des informations qui ne sont pas sauvegardées. Donc là, il en va de même aussi pour les images thermométriques aussi, qui sont utilisées au niveau des aéroports, surtout pour le voyage en général. Les données, ou du moins les images ne sont pas gardées pendant plus de 14 jours. Donc, ceci donc, correspond aux politiques qui ont été mises en place dans notre pays. Bien sûr, vous allez devoir aussi signer une décharge, justement, pour que certaines de vos informations, de vos données soient utilisées à d'autres fins. Et donc, l'ensemble des applications qui opèrent doivent respecter un certain nombre de règles de confidentialité. Et ceci
ceci permettra de minimiser justement le risque que ces données personnelles soient utilisées à mauvais escient et assurer ainsi la protection des données. Je vous remercie. Je vois qu'il y a une autre question. Ce sera probablement la dernière question avant que nous levions la séance, parce qu'il nous reste que quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Une question que j'ai trouvée assez intéressante s'adresse au CDC Afrique. Donc, comment encouragez-vous les entrepreneurs ou les startups à justement utiliser ou mettre leur technologie au service de cette urgence de santé publique? Donc, qu'est-ce que l'Union africaine fait justement pour encourager ces jeunes entrepreneurs à justement développer des applications qui peuvent être utilisées immédiatement? Merci, je vais essayer de répondre à cette question. Malheureusement, il n'existe pas de programme spécifique qui est dédié donc à appuyer ou soutenir les initiatives de jeunes entrepreneurs. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque. Donc, il y a 3 ans, nous avions créé un forum pour les startups africaines, donc, que nous avons organisé à travers notre partenariat avec l'Union européenne pour voir comment les startups issues des 2 continents peuvent justement collaborer. Et l'Alliance pour l'Afrique intelligente, ou la Smart Africa Alliance, met en place des programmes assez dynamiques pour justement les startups, les jeunes entrepreneurs. Donc, un manifeste pour les startups a également été rédigé pour justement orienter ces startups ou ces jeunes entreprises. Le défi auquel nous faisons face est lié donc au financement. Nous devons être plus créatifs et innovants et assurer aussi une collaboration logicielle, donc qui serait peut-être une des solutions. Et nous devons aussi également nous lancer dans des initiatives novatrices telles que le financement collectif ou participatif pour justement l'élaboration ou le développement de logiciels ou d'autres types de solutions logicielles. Merci beaucoup, Mokhtar, pour ces éléments de réponse. Y a-t-il d'autres intervenants qui souhaiteraient réagir? Dr Margaret ou Dr Justin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que mon collègue Mokhtar a très bien répondu à la question. De même pour le CDC Afrique. Donc, nous dépendons aussi de l'appui d'autres départements de la CEA, notamment le département de ressources humaines, sciences et technologies, pour justement impulser des initiatives provenant donc de start-up ou de jeunes entreprises. Donc, il s'agit de voir comment l'on peut mettre au point des solutions à ces problèmes associés à la santé publique. Donc, je pense que tout a déjà été dit à ce sujet. Merci beaucoup. À ce stade, je pense que nous allons devoir lever la séance. Ce fut une discussion assez animée et intéressante. Donc, aujourd'hui, notre webinaire est assez particulier. Nous sommes donc concentrés sur les solutions numériques pour la santé. Et nous avons traité aussi d'un enjeu important et de voir comment les solutions TIC peuvent justement fournir des solutions plus adaptées face à cette épidémie de COVID-19. Et ceci nous permettra aussi d'élargir le champ d'application d'Internet et du numérique. Je remercie tous les participants d'avoir pris la peine de participer à ce webinaire.
Nous remercions tout particulièrement nos partenaires Huawei pour avoir fourni des solutions assez enthousiasmantes donc, qui ont été appliquées en Chine et d'ailleurs dans le reste du monde. Je souhaite aussi remercier l'équipe qui a organisé ce webinaire donc en coulisses, l'équipe ISOC et l'équipe de la CUA qui ont permis à ce webinaire d'être couronné de succès. Je souhaite également remercier les intervenants, les membres du panel, Dr Margaret, Dr Justin, King David, Yanchen, ainsi que les collègues donc, qui ont pris part, ainsi que Mokhtar, oui, qui a donc fait en sorte que ce webinaire donc, soit également couronné de succès et que nous traitions donc des enjeux qui touchent tout particulièrement notre continent. Donc, il s'agit de débats qui doivent se poursuivre même à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à communiquer les uns avec les autres en ligne. Il est important aussi donc, que nous poursuivions ce débat et cette conversation. Encore une fois, je vous remercie de votre participation. Okay, thank you. Merci. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you all. Merci, au revoir.